Moi je dis agréable surprise de retrouver Bruce Dickinson avec un album qui m'a l'air bien ficelé. Voilà, super morceau ici en tout cas, Afterglow of Ragnarok, sur son album solo donc de Mandrake Project, qui sortira le 1er mars chez BMG Records. Voilà donc pour la sortie de l'album solo de Bruce Dickinson. Bien. Mitch, je te laisse la parole. Merci. Nous avons l'invité ce soir, il s'appelle Didier Van den Ende. Alors Didier, oui. Présente-toi un peu à cet auditorat. Bonsoir, donc je suis Didier Van den Ende, je viens de la région, je suis né à Namur, donc, et je vis sur Andenne. Après une carrière dans un service public où on conduit des trains, mais je n'en conduisais pas. À la SNCB. Ça s'appelle la SNCB, oui, c'est exact. J'ai donné aussi. Je me suis lancé dans l'écriture, enfin chose que j'ai toujours faite, mais qui me plaisait de démarrer un peu plus sérieusement à la pension. Et j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui m'a produit mon premier livre, et ici je viens pour présenter le second roman, qui est un micro-roman et qui traite en partie, mais qui tourne toujours autour de la musique rock, pas très hard, mais quand même déjà. Et qu'est-ce qui a motivé cette écriture-là? Tu as toujours eu le feu sacré ou? J'ai toujours écrit différentes choses, parfois des manuels d'instruction, mais enfin bon, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait plusieurs tentatives, mais comme beaucoup de gens, on dit toujours en France qu'il y a des millions d'écrivains. En Belgique, ça doit être un petit peu moins, mais ça doit ressembler en pourcentage à la même chose. La différence, c'est de terminer un livre. On est moins nombreux, mais on a la qualité en Belgique. C'est ça que tu voulais dire? Aussi. Non. Plus sérieusement, simplement, j'ai démarré plusieurs choses que je n'aboutissais jamais. Et là, ici, j'avais le temps. J'ai eu, entre guillemets, la chance d'être pensionné au moment du Covid. Et donc, ça facilite les choses. Ça facilite les choses, et je me suis concentré sur cette activité-là. Ça m'a bien plu, le temps de tout écrire et de le proposer aux éditeurs. Et j'ai eu la chance d'en avoir un. Voilà. Magnifique. Je suis un petit peu du milieu, donc je comprends ce que c'est que de chercher parfois après un éditeur. C'est pas toujours évident. Hein. Non. Bien, mais quelque chose qui date de nos années, comme on dit, puisque nous avons 62 et 63 ans respectivement. Oui. On va s'écouter quelque chose qui reste toujours frais, malgré que ce type a des années de carrière. Il s'appelle Alice Cooper, de son vrai nom Vincent Fournier. Et comme vous savez que je vous propose toujours des versions un peu spéciales, voici un morceau qu'on adore qui s'appelle Poison. C'est enregistré à l'Olympia, et c'était au mois de juillet. Voilà, c'est ce qu'on se disait hors antenne. Une fois que vous écrivez un morceau comme ça, on se souviendra de vous toute votre vie. C'était Alice Cooper avec le fabuleux Poison. Un petit commentaire? C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir dans les années 70. C'était déjà impressionnant à l'époque. Hein. Quand il était encore avec son serpent sur scène. Je peux imaginer, oui. J'ai encore eu la chance très visuel, mais il y a des musiciens autour de lui fantastiques. J'ai encore eu la chance de le voir aussi avec le serpent avant que ça ne soit interdit. Je sais pas si c'était pas son meilleur plan. Hein, je sais pas si c'était dû à la couleur du serpent qui était jaune, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que dans les carnavals, on fait changer les couleurs des personnages. Hein. Avec le sauvage qui était noir et que ça gênait, il y a eu quelqu'un qui n'avait que ça à faire, qui a déposé une plainte. Et tu crois que ce serait ça qui aurait causé? Je ne crois pas. Non, tu me connais. Bon, Didier. Oui. Le titre de ton ouvrage. C'est tout ce que connaît Alice Cooper, c'est la gloire. Le titre, c'est Gloire, donc c'était un running title, comme on dit, et pour finir, il est resté, parce que pourquoi pas, il est bien, il est court, il se retient, et voilà. Oui, Gloria en anglais, ça s'est déjà vu. Donc. Oui, il y en a d'autres qui l'avaient utilisé. Et qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Ce n'est pas une inspiration directe, c'est pas ma vie, je n'ai pas connu les stades ou des choses ainsi, comme le protagoniste, mais j'avais plus envie de parler des à côté qui sont dans le livre que vraiment, je dirais à la limite, ça aurait pu être un écrivain, un chanteur, quelqu'un qui connaît la gloire, mais le fait que moi-même, je suis un petit peu musicien amateur,
a fait que je suis resté dans la voie qui m'était tracée, je suis resté sur un musicien. Mais alors, dedans, malgré tout, je parsème de choses que j'ai glanées au fur et à mesure, de choses qui sont réellement arrivées à des personnes que je connais, donc j'en ai profité pour les mettre. Oui, il y a une partie d'expérience, en fait. Une partie de petite expérience, si pas forcément la mienne, autour de moi. On sent un peu le vécu, il y a quelques références qui... Il y a des références qui ne devraient pas tromper. Qui sont subtiles. C'est bien. Fabien, si tu nous passais quelque chose de frais. Quelque chose de frais. De nouveau. Alors, je vous propose d'aller chercher en effet quelque chose de frais. Alors, le groupe, je ne vais pas dire qu'il n'est pas très frais. Ça serait pas sympa pour eux. Le groupe n'est pas tout nouveau. Donc, c'est un groupe qui a été formé en 1995 au Royaume-Uni, exactement à Brighton. Le groupe s'appelle Balance of Power. Balance of Power sort un nouvel album. Je ne sais pas le quantième, mais ils en ont quelques-uns déjà à leur actif. L'album s'appelle Fresh from the Abyss, à savoir qu'on retrouve aux manettes des claviers de Balance of Power un certain Julien Spreutels. Oui. Julien Spreutels, qui est bien connu de la région namuroise. J'étais en classe avec le papa. Avec le papa. Oui. Ah voilà, donc le papa aussi était assez... était déjà guitariste. Était guitariste. Et toujours. Hein, batteur, le papa, non? Le papa c'est Benoît, hein, ou c'est... non, c'est Jean-Pascal. Jean-Pascal. Oui. Et Jean-Pascal, c'est la batterie, je pense, non? Le chant. Le chant, ok, d'accord. Chanteur, ça oui, je dis oui. Enfin, c'est une famille en tout cas de musiciens. Qui s'appelait déjà Stella. Ils se jouaient déjà dans un groupe qui s'appelait Stella. Ouais. D'accord, ok. Et donc, ben voilà, Balance of Power sort un nouvel album. Et donc, sur cet album, au clavier, on retrouve Julien Spreutels. Je vous propose d'écouter. Le temps de remonter mon curseur. Tout propre, ça s'appelle Balance of Power. On écoutait Never Be Here Again. L'album s'appelle Fresh from the Abyss. Il sortira le 19 avril prochain chez Massacre Records. Voilà pour Balance of Power. Et on rappelle donc Julien Spreutels, notre compatriote namurois, qui donc officie au clavier de cet album de Balance of Power. Bien, un petit peu hors antenne, on ne fait pas que de se regarder en chien de faïence, vous savez, on s'échange des points de vue. Et je trouvais que Didier m'avait donné un éclairage intéressant qui pourrait servir à pas mal de gens sur ce qui était la littérature pour lui et pourquoi il était passé par la littérature policière. Il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Oui, voilà, donc à la base, je suis plutôt un lecteur de littérature dite blanche, c'est-à-dire sans orientation particulière, et plutôt littérature, on va dire, plus intellectuelle de type Kundera ou des choses ainsi. Mais les dernières années de ma carrière, j'ai fait pas mal de navettes, ce qui me permettait qui me donnait l'occasion de lire des livres délassants, et j'avais choisi les policiers. Et l'avantage des policiers, c'est que ça permet à l'auteur de développer des sujets que dans une autre forme de littérature, il n'oserait pas, il serait un peu plus coincé. Ici, dans la littérature policière, on peut amener des thèmes de société ou des thèmes intéressants, en général de société, on va dire, ou humains, de la noirceur humaine ou de la lumière humaine au choix, selon ce qu'on veut développer. Et le policier se prête bien pour utiliser cette formule-là. Et donc ici, dans Gloire, je pense avoir essayé d'avoir été dans l'âme humaine, dans l'amitié, dans l'amour, ce que c'est le long d'une vie, ce que ça peut représenter. Et voilà, donc je trouvais que c'était pour expliquer donc que la littérature policière n'est pas que l'intrigue où on doit retrouver qui est coupable. Tu veux dire peut-être que les canevas sont moins rigides et qu'il y a moins moyen certainement de faire passer des choses moins directes. C'est ça. Donc si j'écrivais l'histoire une histoire, je resterais dans le sillon de l'histoire, je m'en écarterais peu parce qu'on se demanderait pourquoi je m'en écarte. Tandis que dans les policiers et également dans la science-fiction ou le fantasy, l'auteur, en général, chaque fois que j'en ai lu, j'ai remarqué que l'auteur essayait soit d'inclure de la philosophie, soit un sujet qui lui tenait à cœur de société, ou une évolution de la société. Dans la science-fiction, c'est plus flagrant. Quand on lit Philippe K. Dick, on voit qu'il a peur de ce qui arrive, qu'il a peur de ce que la société va proposer
à travers les médicaments, à travers les machines, à travers les ordinateurs. Il a déjà une vision des ordinateurs assez flippante. Mais ça lui permet, dans un emballage de science-fiction qui est gai à lire, qui est amusant à lire, ça lui permet de dire des choses quand même. De faire passer ses craintes. Oui. Ses craintes. On va pas dire un message, parce que bon, quand on est là 200, ce n'est pas ça le problème, mais c'est de pouvoir le dire, c'est quand même intéressant. Oui, quand le message est intéressant, pourquoi pas. Fabien, si on repassait un petit peu de musique. Mais je propose à notre ami Didier, je ne sais pas s'il aime, mais je présume, je propose un morceau enregistré le 2 septembre 1998 au Weserhalle Stadium de Brême. Tu parles bien allemand. Ja, ich spreche Deutsch ein bisschen, ich verstehe ein bisschen. Et tu vas passer quoi en fait? Parce que tu n'as pas dit qui Et c'était. le titre s'appelle Gimme Shelter. C'est une des versions, il paraît, les plus belles. Pour moi aussi, c'est celle avec Lisa Fischer qui est au chant, qui prend carrément possession de la scène et qui dévore Mick Jagger. Je trouve ça fantastique. Voilà, comme dans ton livre, Didier, c'est un groupe qui aurait peut-être pu s'appeler Heart of Stone. Exact. Il s'appelle les Rolling Stones. Qu'est-ce que tu en penses des Rolling Stones? Personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal avec les Rolling Stones, mais c'est un très grand groupe, c'est un groupe typiquement de scène. Pour moi, leurs meilleurs morceaux sont dans leur première période, mais quand ils les jouent encore actuellement, ça reste un très bon groupe. Et dans le bouquin Gloire, en effet, la référence que j'ai prise, c'est celle-là, parce qu'elle est fédératrice qui ne connaît pas les Stones. Et dans ton livre, donc, ton héros s'appelle Danny. Danny, est-ce que c'est quelqu'un qui existe? Non, absolument pas. C'est tout à fait fictif. C'est tout à fait fictif. On pourrait dire éventuellement que c'est un agrégat de différentes personnes que j'aurais pu éventuellement croiser, mais on ne peut pas dire que ce soit une personne, non. D'accord. Bon, maintenant, la question qui fâche. Comment es-tu arrivé à la musique? Comment ça s'est passé, la musique? Parce que moi, si je me souviens bien, quand on allait à l'école, à part la flûte à bec, il n'y a pas grand-chose. Hein. La musique, je n'ai pas commencé tout à écouter de la musique comme on écoute ce soir. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand comme disait l'autre, mais bon, comme tout le monde, mes parents écoutaient du Luis Mariano, du Nana Mouskouri, du Sheila, Annie Cordy, enfin des choses ainsi. Donc c'est ce que j'entendais, c'est ce qui passait. Gilbert Bécaud, Sacha Distel. Gilbert Bécaud, Sacha Distel, tout à fait. Sacha Distel. Nous sommes allés à la même école. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Mais j'étais dans une école ici, donc à Saint-Louis, à Namur, et rapidement, entre jeunes, les échanges de musique ont commencé à circuler. Il y a eu un magasin à un moment donné qui vendait des très bons disques. On peut le citer? C'était Les Petits Pieds, place Maurice Servet. Et donc il était vraiment très bon, lui. Qui est devenu Le Pied, en fait, après. Qui est devenu, je ne sais pas, c'est possible. Le magasin qui était tenu par Poppy. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Oui. Un personnage. Un personnage, oui, qui ne l'a pas croisé dans cette époque, qui a terminé par vendre des jeux Dungeons and Dragons sur Bruxelles. Donc voilà, et une des premières musiques qui m'a marqué, moi, ce n'était pas les Stones, ça a été, j'étais très petit. Et c'est une musique de fond qui passait sur la mire à la télé. Plus personne ne sait ce que c'est une mire, mais enfin, il existait quand il n'y avait pas d'émission sur la télévision. Il y avait une mire. Et c'était un morceau des Beatles. Ça devait être Hey Jude, et ce morceau m'avait marqué. Mais ce n'était encore que le début. Et puis ensuite, ça a été, on m'a prêté un disque de Santana. Et là, pour moi, c'était... je ne connaissais rien qui ressemblait de loin ou de près, et ça m'avait vraiment fort marqué. J'avais vraiment bien... Abraxas ou déjà avant? Je ne saurais plus dire. C'était du début des années 70, donc je pense... Peut-être le Santana Troll, Caravansérail ou un truc comme ça. Non, oui, je ne saurais plus dire. Pas le Caravansérail, peut-être l'Abraxas, je ne sais plus. Franchement, je ne saurais plus dire. Mais en tout cas, la musique m'avait profondément touché et marqué. Par exemple, Jimi Hendrix ne m'a jamais touché. Non. Voilà, donc c'est difficile à dire en musique ce qui touche. Et avec le temps, j'ai écouté du hard rock. On a passé du Iron Maiden, j'ai écouté du Iron Maiden. Le dernier grand concert que j'ai fait, c'est de Scorpions ou des choses ainsi. J'aime vraiment bien le hard rock, mais j'avoue que j'en écoute
moins, j'écoute des choses plus éclectiques maintenant avec le temps. Plus éclectique, tu veux dire par exemple du progressif ou... Du progressif, j'en ai suivi tout un temps aussi. J'ai suivi tous les groupes progressifs européens qui se présentaient dans des petits endroits et tout ça. J'aimais bien ça, le rock progressif me plaisait beaucoup. Et voilà, par exemple, quand j'étais jeune, le groupe Ange m'avait aussi assez marqué. Déjà un peu plus, enfin, adolescent en ce moment-là. Les fils de Mandrin. Oui, je les ai vus. À côté, etc. Je les ai vus ici à Saint-Servais, au Lockdown. Oui, exact. Ils sont passés. Scorpions aussi est passé. Scorpions est passé aussi, exactement. En première partie de, je ne sais, les Roubettes ou un truc ainsi. Je ne sais plus, mais ça me fait plaisir parce qu'on a fait la première partie des Roubettes aussi. Bien, donc tu n'as pas été directement baigné dans le rock, tu es devenu un rocker. Je veux dire, à force d'écouter de la musique, tu as trouvé certainement des choses qui te touchaient plus, mais tu as eu, je veux dire, un background super éclectique, toi. Oui, très éclectique, hein, oui. Hein, j'écoute par exemple des groupes comme Trio, donc plus acoustique, de la chanson française, c'est plus récent. Depuis l'enfance, je n'en ai plus écouté jusqu'à vers 40-45 ans. Je n'ai plus écouté des Cabrel, tout ça m'intéressait peu. Et maintenant, j'y reviens. Je réécoute volontiers des chansons, on va dire, plus du rock. Mais j'écoute du rock en même temps. Hein. Tu n'es pas comme moi, on m'accuse toujours d'écouter des chansons français, mais ils sont morts. Mes préférés sont morts. C'était Brel, c'était Ferré, c'était... Mais moi, par exemple, la musique de Brassens ne me parle absolument pas. Mais ses textes sont formidables. Sont fantastiques. Et Brel a un peu la même chose. Je n'aime pas particulièrement Brel, mais ses textes à lire, en tout cas, ou à écouter. Sa présence scénique, c'est quelque chose. Et c'était un gars de 10 kilos par séance. Un gars, s'il avait fait du rock, ça aurait été un monstre. Ah oui. Mais il n'aimait pas tellement le rock. Hein. Non. Ça pique sur David Bowie n'était pas des plus gentils. Non. C'est sûr qu'une fois qu'il ouvrait notre Jack, c'était certainement pour dire ce qu'il avait à dire. On va demander à Fabien de s'exprimer un peu. Là, oui. Alors moi, je vous propose de partir en Suisse, moi. Ça vous intéresse, la Suisse, surtout que c'est la période des skis et tout. C'est pour du chocolat. C'est pour Crocus, non? C'est pour King Zebra. King Zebra est un groupe assez récent, donc c'est pour ça qu'on le connaît moins, formé en 2019, donc, qui sortent ici leur premier album, je pense que c'est le premier, en tout cas ils ont sorti un premier EP en 2019, donc en tout cas ils n'ont pas dû en sortir beaucoup s'il y en a d'autres. L'album s'appelle Between the Shadows, il sortira le 12 avril chez Frontiers Records. Je vous propose des... Diva, si je ne me trompe pas. Oui, Dina. Voilà, ça sort chez Frontiers Records le 12 avril prochain. L'album s'appelle Between the Shadows. Bien. Voilà pour King Zebra. Mitch, tu as encore pas mal de choses à dire? À dire non, mais oui, je peux toujours trouver à dire, mais j'ai des questions à poser à Didier, notre invité, qui est là pour parler donc de son bouquin La Gloria, Gloire tout court. Qui est sorti chez... Aux éditions Frédéric Deville, donc c'est un éditeur bruxellois qui s'est lancé dans l'édition il y a quelques années, il y a 4 ans, et qui commence à avoir un beau catalogue assez varié. Et j'ai eu la chance qu'ils me prennent mes 2 romans jusque-là. Formidable. C'est fantastique. Parce que c'est pas évident. Si j'ai bonne souvenance, l'animateur ici présent a aussi commis un gros bouquin, et ça n'a pas dû être facile pour trouver un éditeur. Pour l'éditeur, je dois dire que pour celui-là, c'était facile parce que j'avais déjà une petite réputation au sujet du groupe dont on parle, qui est Led Zeppelin. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé par une trilogie de fantastique. Et là, c'est un auteur, c'est un gars qui s'occupe de littérature, etc., qui rase un peu tous azimuts en France, qui est venu nous chercher parce qu'on a commencé à écrire ça, un roman à 4 mains, avant que je ne reprenne le flambeau. Et on avait fait absolument tout ce qu'il existait comme foire du livre et comme auteur qui promettent de te rappeler et qui ne te rappellent jamais, jusqu'à ce que ce mail ait complètement disparu. Il était dans les spams, et un jour, en faisant la boîte, on reçoit un coup de téléphone, et le gars nous dit, vous ne répondez pas à mon annonce, je suis intéressé par votre bouquin, et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Sinon, c'est vrai que on rame énormément quand on doit se présenter soi-même. Oui, quand un écrivain, actuellement, il y en a beaucoup, et les éditeurs sont
très frileux, sont beaucoup plus frileux, les coûts de production ont probablement augmenté, mais il n'y a pas que ça. Et c'est parce que c'est une question qu'on me demande encore bien, c'est quel éditeur j'ai choisi. On ne choisit pas vraiment son éditeur, c'est l'éditeur. Je confirme. On envoie des manuscrits ou tapuscrits ou numériques maintenant, mais enfin, et quand on a la chance d'en avoir un qui répond, on est content, on est content. Bon, il y a tout un système, enfin bon, ça n'est pas la peine d'en parler, il y a tout un système où des éditeurs maintenant vous proposent quelque chose, mais en fait vous devez payer vous-même, ils ne font rien, ça ce ne sont pas des vrais éditeurs, c'est pas un compte d'auteur, donc là c'est un compte d'auteur et non pas d'éditeur, moi c'est la chance, c'est un compte d'éditeur, oui. Qui est comme une grande différence. Oui, au niveau des bénéfices aussi, parce que oui, mais les bénéfices... Parfois, si on compare l'investissement... Ah oui, oui, évidemment, mais à compte... Ce qui est peut-être intéressant à dire, donc pour les gens qui se lanceraient dans l'écriture ou qui solliciteraient des éditeurs, à compte d'auteur, ça revient à des milliers d'euros pour faire un petit quelque chose. À compte d'éditeur, ben, ça ne vous coûte rien. Ce qui est un peu logique, c'est vous qui produisez, hein, donc c'est la logique de l'édition. Oui, c'est ça. Bien, revenons un petit peu à notre sujet musical, le sujet du livre. Si tu pouvais, si tu n'as pas envie de spoiler, comme on dit, la fin de l'aventure, si tu pouvais nous présenter un petit peu la trame du livre, le film conducteur. Il y a un fil conducteur, donc c'est un protagoniste qui à la fin d'un concert assez minable, alors qu'il a par le passé connu la gloire, d'où le titre, une grande gloire. Il a fait des stades, il a fait des tournées avec un groupe, avec pas de groupe, etc. Et il tourne maintenant dans des petites salles tout à fait minables avec des backing tracks, comment on appelle ça dans le jargon, c'est-à-dire ce sont des pistes de support, hein, donc il chante. C'est pas un playback, mais enfin, la musique est jouée en arrière et lui chante dessus, quoi. Hein. Donc il n'a plus que ça, et la police vient le trouver, et il panique et il se remémore son passé, et le roman démarre à ce moment-là. Il se remémore son passé, ses amis, quand il a commencé la musique, et ses amis qui ont disparu, et c'est là qu'il y a un nœud. Donc ils sont en vacances en France, enfin ils sont à une retraite en France, et les amis disparaissent. Je ne vais pas en dire plus par rapport à la trame, et lui perd complètement la mémoire, et il continue pendant des années. Donc ça, dans un premier temps, sa montée en puissance pour la gloire, il a composé un morceau, comme on le disait tout à l'heure, de type Poison d'Alice Cooper. Et donc il en a très bien vécu, il a fait des tournées, mais d'année en année il n'a plus jamais produit quelque chose de valable, et voilà, la déchéance commence. C'est un peu un has-been, comme on dit. C'est devenu un has-been complet, oui, hein, et voilà, un complet, le personnage est tel. Mais enfin bon, le livre, c'est un micro-roman, il ne fait que 60 pages, je vous invite à le lire, vous aurez vite la solution. Ok, on va se réécouter un petit peu de musique en attendant, de chercher la solution, puisque nous sommes quand même quelques-uns dans le studio. Tiens, oui, à ce niveau-là, j'ai besoin d'un avis. Le rock féminin, pour toi? Ah, moi j'adore le rock féminin. Moi, ça commence avec les Runaways ou des choses ainsi, je trouve. Bon, dans un premier temps, c'était un peu des poupées qu'on mettait sur scène, mais elles avaient quelque chose à proposer. Il y a quand même des bonnes compositrices, même quand on prend les Bengals ou des choses ainsi. Les chanteuses, les guitaristes, bassistes, ou Melissa Ofthermore par exemple à la basse, ce sont des musiciennes. Elles devraient avoir plus d'espace, mais elles le prennent petit à petit, et c'est déjà très bien, et ce qu'elles font, c'est vraiment très bien, hein. Des groupes comme Hall ou des choses ainsi, je suis fan, oui. Bien, quelqu'un qui dit peut-être pas, mais alors je te conseille de ne pas le dire, c'est ma chanteuse préférée. On va la retrouver à Chicago, c'était en 2007. Elle était accompagnée ce soir-là de sa fille, qui était choriste, c'est déjà pas mal de pouvoir chanter avec maman. Et alors à la guitare, j'avais oublié de vous en parler, il y avait un gars qu'on appelle Wendy Wachtel, qui était ce fameux guitariste qu'on entendait jouer sur le morceau It's So Easy de Linda Ronstadt, et qu'on regardait tous quand on voyait le clip dans les années 70, parce qu'elle était immensément jolie, et bien le gars qui était à côté, c'était déjà Wendy Wachtel.
Ok, It's So Easy, ça me fait penser d'ailleurs au fameux Guns N' Roses dont on parlait en arrivant. Ça, oui. Je me dis, il va parler des Guns. Je n'aurais pas osé, je préfère te laisser la primeur, mon cher Fabien. La primeur, je n'allais pas passer du Guns, mais par contre, j'allais poursuivre avec one of Sweden's largest and most successful rock bands. Voilà. Ça nous est présenté comme ça, en tout cas. C'est suédois, en tout cas. Le groupe s'appelle... Oui, c'est suédois, ça je viens de le dire. En effet, bien entendu. Tu m'écoutes, Mich, c'est bien. C'est le 9e album pour les Suédois de Takida. Alors, sincèrement, voilà. En tout cas, ils sont présentés comme vraiment un groupe hyper connu en Suède. Ici, j'ai moins entendu parler de ce groupe. En tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler de ce groupe. Donc le groupe s'appelle Takida, ils en sont à leur 9e album, l'album s'appelle The Agony Flame, il sortira le 9 février prochain, ce qui veut dire demain. Et voilà, un single est sorti tout récemment, en avant-première, donc avant la sortie de cet album The Agony of Flame. Je vous propose, le temps de le lancer, d'écouter On the Line. On the Line et de voilà, c'était en direct de Suède, un groupe dont l'album s'appelle Just to Download. Méchant Mitch, méchant. Non, ça s'appelle donc On the Line, l'album s'appelle The Agony Flame, ça s'appelle Takida et donc c'est suédois, voilà, pour ceux qui accrochent. L'album sortira demain chez Napalm Records. Yeah. Mitch, toi tu vas aller plutôt aux Pays-Bas si j'ai bien compris. Oui, mais pas tout de suite, d'abord je vais passer un petit coup chez Didier Anden. Allez, vas-y. On va s'asseoir au boit une de café et je lui demande qu'est-ce qui t'a fait devenir musicien véritablement? Oh, devenir musicien, comme beaucoup de jeunes, je suis adolescent, à peu près un petit peu avant le punk. Le punk arrive très rapidement, mais un petit peu avant. Et bon, ce ne sont pas des désirs de gloire, ce sont juste des envies de jouer, de se montrer, de dire des choses, parce que au départ j'ai voulu faire on a essayé donc des instruments, faire des compositions, mais je crois que j'étais pas très doué. C'est honnête. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Bah, mais enfin, donc là c'est le début, puis je suis passé au mouvement punk. C'est assez comique parce que là j'ai même joué de la guitare avec une corde sur la guitare, donc c'était pas techniquement on n'était pas au sommet, on n'était pas au top. C'est vrai qu'avec une corde en plus t'as intérêt de faire la péter. Oui. Mais et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui sont fort connues ici dans le Namurois. On a fait des concours. On s'en était sorti honorablement. J'ai joué par exemple tout un temps avec Dimitri Debout qui est assez connu. J'ai joué avec Marie-Laurence Pérou, Guy Denis, Pascal Lemaire. Avec eux, on avait fait un petit groupe, on avait fait des compositions et c'était pas trop mal. Avec le temps. En Dan, il y avait quand même un fameux groupe à l'époque. Les Serpents Noirs. Les Serpents Noirs. Non, c'est parce que rétrospectivement on rigole, mais dans les années 70, ce sont des gens qui ont eu un succès de fou, quoi. Je les ai vus, mais personnellement, j'étais sur Namur encore à ce moment-là. Ouais. Je suis à Andenne que plus tard, hein, donc. Oui, mais c'est un groupe que j'ai vu de nombreuses fois dans des soirées. Oui, c'était de très bons musiciens. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'était à l'époque, ça ne me parlait pas, honnêtement. Non, c'est certain, mais il y avait des gens qui s'en sortaient avec de la musique, je vais dire. Oui, tout à fait. Qui pour nous, on trouvait ça ringard. Oui. Ce qu'on appelait la musique populaire. C'est ça, mais les orchestres de bal passaient pour les jeunes de ma génération, de mon tempérament et de la musique que j'écoutais, passaient en effet pour extrêmement ringard. Avec le recul, je suis presque gêné de le dire, mais non, mais c'est vrai, ce sont d'excellents musiciens qui tenaient leur show, qui étaient très très bons, quoi. C'est certain. Et le choix de l'instrument, pour toi, c'était la guitare. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ça? Il paraît souvent qu'un guitariste, c'est quelqu'un qui veut draguer les filles. C'est plus facile qu'un batteur, en fait. C'est ça. C'est ce que j'ai écrit, entre autres, dans le livre, en boutade. Il y a une blague, d'ailleurs, qui dit une fille qui se lève le matin, qui regrette parce qu'elle a cru qu'elle dormait avec le guitariste, mais en fait, c'était le bassiste, parce que je suis bassiste, donc maintenant...
Mais non, c'était franchement, ça n'a jamais été mon idée, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui circule, c'est ce que je dirais plutôt la reconnaissance, être accepté, voilà. Plus que le plan drag pur et dur, parce que bon, quand même apprendre des accords pendant des heures et des heures comme un plan drag, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais ça devient rentable à la longue, probablement. Tout travail mérite salaire. Et alors, la guitare, quels ont été tes Guitar Hero? Je suppose qu'il y avait quand même bien des gens qui te touchaient plus que d'autres. Oui, mais je disais Santana, mais je suis incapable. En fait, à la base, je m'en suis aperçu adulte, dyscalculique, faux gaucher, faux droitier. Donc j'ai commencé l'instrument comme un gaucher, mais ça n'allait pas très bien. Je l'ai pris comme un droitier, ça va mieux, mais c'est pas parfait. Ouais, et la dyscalculie, vous me dites, on commence à 4, je vais commencer à 3, 3,5 ou 5, donc c'est assez compliqué parfois. Ceci dit, je suis passé à la basse maintenant, et à la basse, je ne rencontre pas ce problème. Faut pas me demander pourquoi, je ne le comprends pas moi-même, je ne sais pas l'analyser, mais je le rencontre rarement le problème, et je mémorise, alors qu'à la guitare, si je n'ai pas la grille d'accords devant moi, je suis incapable de savoir où je suis dans le morceau. Ah oui, d'accord. C'est assez curieux. Pourtant, j'ai joué du folk tout un temps, dire que c'est tout le temps la même chose, c'est encore rien. Mais si je n'ai pas comme les musiciens font, une partie A, partie B, partie C pour un morceau, si je ne l'ai pas avec la grille d'accords devant moi... Si c'est pas bien structuré, ça ne va pas. Avec le temps, je trouve des trucs, mais c'est pas encore terrible. Donc je ne suis pas un soliste, je ne serai jamais un bon soliste, mais par contre dans les guitares Hero, donc je citais Santana, ça pour moi il reste vraiment... Brian May, des choses ainsi, vraiment, lui me parle beaucoup plus qu'un Jimi Hendrix. Par contre, j'aimais bien Stevie Ray Vaughan, alors que c'est un digne enfant mais ses compositions sont différentes pour moi. Hendrix, je n'ai jamais accroché à ses compositions, par quelques-unes évidemment, mais globalement, ses albums, je n'ai pas aimé. Ok, moi, ce que je constate, tu as peut-être affirmé aussi, ou bien affirmé, c'est que ça fait déjà quelques années qu'on retrouve un espèce de revival, un intérêt des jeunes et des musiciens pour les groupes des années 70. Oui, ça je dois dire que on le voit, on le sent, on voit un retour au vinyle aussi, c'est assez curieux. Ce sont des phénomènes à mon avis cycliques. Ça prouve qu'en fait, je veux dire par là, le rock n'est pas mort, tout n'est pas foutu. Non, j'ai une fois regardé parce que j'ai un neveu qui a travaillé ici sur Fun Radio, qui est fan de hip-hop, qui est un spécialiste du hip-hop. Et il demandait, par exemple, pour les fêtes de Wallonie, tout ça, de mettre plus de hip-hop. Le hip-hop est certainement la musique qui est la plus vendue à ce stade actuellement. Mais si on regarde la musique la plus écoutée, du fait d'une grosse tranche d'âge, de personnes plus âgées, etc., et de cette mixité où les jeunes écoutent quand même du rock, globalement, le rock reste la musique, pour le moment, la plus écoutée. C'est un des paradoxes, mais donc les jeunes écoutent volontiers du rock, mais ils écoutent de tout. Oui. Ce que de mon temps, quand j'étais jeune, on était soit punk, soit rock, soit ceci. Si on écoutait un genre de musique, on ne pouvait quasi pas, sous peine de se faire mal voir de ses comparses, on ne pouvait pas écouter autre chose. Il fallait pratiquement cacher un album en deux autres, accepté par la communauté. J'avais l'intégrale d'Annie Cordy, je n'oserais pas la montrer. Non, blague à part, c'était un peu ça, alors que maintenant, pour animer des soirées ici au Fêtes de Wallonie à l'école des pauvres, l'année dernière, on a fait une espèce de karaoké improvisé. Il y avait des jeunes qui chantaient, mais des chansons les plus improbables, toutes des chansons connues, rien de très fouillé, tout ça, mais du rock, du hard rock, et ces jeunes connaissaient tous les morceaux, toutes les paroles, et chantaient. Alors qu'on aurait dit, c'est pas leur truc, mais ça passait vraiment d'Orelsan à Kiss, enfin, vraiment un melting pot incroyable, ce qui n'existait pas auparavant. Mais on consomme la musique différemment aujourd'hui. C'est ça. C'était via
pour ne pas le citer, c'était via Spotify en l'occurrence. Oui, voilà, Je pense qu'avant aussi, on n'avait pas un accès aussi large à la musique. Dans le sens où on n'avait que les vinyles. Oui. Maintenant, avec tout ce qui est digital, on peut parcourir tous les genres musicaux sur, et les gens sur écoutent 3 minutes, quoi. ce qui leur parle, ce qui leur semble bien, tout simplement. Mais je trouve qu'on gaspille beaucoup de musique aujourd'hui. On Bon. prend ce qui nous intéresse, plic-ploc, et puis voilà. On ne prend plus la peine d'écouter un album en entier, Ça ou n'est- vraiment, voilà. Et allez, Un album, ça n'existe plus vraiment. c'est ça, voilà. Allez, moi j'adore Maiden, j'ai commencé par Maiden, ben, on achetait tous les albums, on écoutait tous les albums, on les connaissait. Mitch, il connaît tous les Led Zeppelin, et on écoutait tout du début à la fin, Mais que maintenant, ben, voilà. Connaître tous les Led Zeppelin, c'est facile. Hein. On met même les lives et tout, ouais, il les connaît Non, tous. je plaisante. mais clairement, aujourd'hui, c'est moins, enfin oui, Ce n'est plus parlant pour un jeune, C'est ça ça. ne veut rien dire. Ouais, Un ouais. album ne veut plus dire grand-chose. C'est un morceau qui est dans une série, mais un album en tant que tel, je ne dis pas que ça a disparu, ça n'a pas disparu, puisque les vinyles ont un regain très sensible, hein, ils sont à peu près 20% de part de marché, si j'ai bien lu récemment. C'est énorme. C'est plus énorme, une niche, oui. c'est énorme quand même. Au départ, il y a quelques années, c'était une petite niche de 3, 4, 5%. Là, on a dépassé les 10 jockeys. Ce sont vraiment Ouais. un retour en force du vinyle, mais ce n'est pas une vague non plus. La majorité des gens, en effet, consomment de la musique de manière Ouais, numérique Dans le même ordre d'esprit, je lisais dernièrement que d'habitude les gens mettaient 6 secondes avant de se décider. Ils écoutaient 6 secondes d'un morceau avant de se décider s'ils allaient plus loin ou pas. il est Donc, question de démarrer par leur phrase. c'est vraiment prendre et jeter, quoi. Ah oui, mais c'est un consumérisme dans la musique comme dans Tandis les arts. qu'avec les vinyles, on ne se permettait pas des choses pareilles. Non. Et on apprenait pas qu'on les apprenait comme une leçon, mais on lisait tellement, on décortiquait tellement les pochettes qu'on connaissait tout. Mais il y avait quand même aussi déjà une différence. Le numérique, justement, il n'est pas physique, il est impersonnel, il n'est plus physique. Les albums, on lisait à l'intérieur il y avait un livret, il y avait les paroles, il y avait des explications. Il y avait des belles photos, ça dépendait un petit peu. Je me souviens d'un album de Queen, par exemple, enfin comme ça. On faisait du vélo. On faisait du vélo, c'est ça, oui. Enfin, non, pour dire, voilà, tout ça a changé. C'est pas forcément mal parce que les plateformes numériques permettent aussi à des tout petits groupes de se faire connaître, de s'autoproduire, de distribuer via des réseaux de type Jamendo, des choses ainsi, que c'était impossible. Avant, si quand j'étais jeune, on a fait un disque, quand on avait imprimé 500 exemplaires chez Shure, à part quand on les avait vendus dans sa famille, on était gros gens comme devant, on restait avec ces 490 exemplaires. Oui, c'est exact. Voilà, tandis que maintenant, c'est distribué à la limite, je dirais, mondialement. Maintenant, c'est limité, c'est exact, mais techniquement, beaucoup de gens le font pour rien, en plus. Oui. Il faut rien payer. Jamendo, on peut avoir de la musique gratuite, et les gens y ont accès, parfois normalement, si on télécharge de certaines manières. J'ai pu entendre parfois, mais oui, c'est ça, c'est la forme de consommation, c'est une consommation à changer complètement. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans la manière d'interpréter les morceaux de ces groupes-là, on sent rien de sucer, de pomper. On dirait vraiment qu'ils sont nés à cette époque-là. Oui. On voit des kids de 18-20 ans jouer de la musique des années 60 comme si c'était tout à fait leur culture. Ah oui, moi j'ai mon fils. C'est interpellant, quoi. Mon fils, maintenant, il a une trentaine d'années, mais on ne saurait pas le distinguer d'un jeune des années 60 au niveau de sa culture et de sa technique musicale et de ses compositions. C'est comme si c'était son époque. Il n'a pas de différence. C'est et formidable. il le fait dans plusieurs... comme beaucoup de jeunes, il le fait justement de manière plus large que ce qu'on a pu faire. Nous autres, on faisait du rock ou du punk, mais on ne faisait que ça, hein, s'il vous plaît. Un jeune, maintenant, il va passer, en effet, pas du hip-hop au rock, mais enfin, il va balayer, et techniquement, les jeunes sont bien plus forts que notre génération. Ouais. Warren Haynes, le guitariste de Government Mule et de Allman Brothers, m'expliquait ça lors d'une interview. Et il disait, ce que vous avez comme problème ici en Europe, c'est d'être beaucoup plus sectaire. Il dit, nous, aux États-Unis, on habite parfois dans des bleds paumés, et le seul truc qu'on a à faire le week-end, c'est se rendre au saloon ou au pub. Chacun débarque avec son instrument, et on fait des jams. Donc on joue avec des musiciens de toutes influences,
différentes et de toutes origines différentes. Et on apprend à jouer de tout sans en être gêné. Qu'on avait, comme tu dis, dans les années 70, il fallait cacher l'album qu'on ne pouvait pas montrer aux copains. Je le dis en boutade, mais c'est une réalité. Non, c'est une réalité. Bien, comme autre réalité, justement, je parlais de ces jeunes ultra doués. Et on va partir avec un groupe hollandais. Je sais pas si ce sera une découverte pour certains. Fabien, ça ne l'est plus. Toi, je ne sais pas. C'est un groupe qui est originaire du Limbourg hollandais. Voilà, c'était The Wolf à regarder et à écouter en live de prime abord et surtout en grosse priorité. C'est véritablement un groupe de scène, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ça dépend, c'est vraiment... Ça joue, ça s'est joué, ça joue. Ils sont venus dernièrement au Zigzag à Ytre. Et quand on a vu la setlist, on a eu peur parce qu'il y avait 6 morceaux. On se dit 6 morceaux, à 5 minutes le morceau, en une demi-heure, ça va terminer. Ils ont joué pratiquement 2 heures. Quoi. Oula. Donc ce sont des gens qui sont habitués à jammer. Ça c'est quelque chose, on en discutait hors antenne, on disait dans tous les pays, principalement anglo-saxons, ou bien plus libres d'esprit comme la Hollande, chose qu'on ne voit pas en France, en Belgique et encore moins au Luxembourg. Ce sont des gens qui viennent, qui se rejoignent et qui peuvent jouer parce qu'il y a déjà un problème d'autorité communale ou quelle que soit l'autorité, la forme qu'elle prend, qui empêche ce genre d'initiative. Donc, quand je suis allé au Canada, j'ai vu un guitariste qui jouait là dans la rue un coin de truc et il jouait un morceau de Led Zepp et il voit mon t-shirt, il me dit « Tu veux chanter avec moi ?» Oui, ouais. Parce qu'il dit « Je vois que tu chantes tout. » Je lui dis « Oui, pourquoi pas ?» Et on s'est mis à chanter. Et en fait, c'était un pote d'Alice Cooper. Il m'a dit voilà, on s'est parlé, on a vraiment apprécié le moment. Il m'a invité à aller le voir en concert le soir dans un pub et je suis allé. C'était véritablement super parce que tu vois tous ces gens-là, ils se rejoignent, ils jouent ensemble sans dire t'as vu, moi je suis un tel, je joue ci, je joue ça. Non, c'est vraiment des gens qui se rassemblent pour jouer parce qu'ils aiment jouer. Oui, c'est une autre approche, je ne dirais pas forcément mentalité, mais une autre approche de la musique. On peut jouer déjà partout. C'est jamais interdit entre guillemets de jouer. Bon, faut s'arranger avec les propriétaires des lieux, etc. Mais c'est faisable. Ici, c'est strictement infaisable. Hors en effet autorisation, estampillé. Quand tu vois qu'il faut passer un examen ici pour jouer dans la rue. Oui, c'est ça. Hein, voilà. On se demande où on va, quoi. Oui. À qui est-ce que ça profite? À personne. J'ai encore vu dernièrement je sais pas si tu as vu le reportage au journal télévisé, une musicienne italienne qui est en Belgique depuis, je vais dire 10 ans. Elle joue dans la rue avec sa guitare, elle chante hyper bien. Elle vient de se faire interdire parce qu'elle n'avait pas réussi ce fameux examen. Elle n'a pas l'autorisation. Elle dit, mais je gagne ma vie avec ça, ça me permet de manger, de me loger aussi pauvrement que ce soit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ça. Oui. Le seul arbitre, ce devrait être le public. Une personne joue, si elle ne joue pas bien, elle ne sera pas regardée, elle n'aura pas de souci, elle demande de l'argent et elle s'améliorera ou elle changera de voix. Mais en tout cas, c'est le public qui devrait tendre l'oreille à ces instrumentistes, à ces jongleurs, parce que c'est toute catégorie confondue d'art de la rue, que ce soit musical ou autre. Hein. Ce serait quelqu'un qui récite des poèmes, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Si Patti Smith venait maintenant réciter des poèmes, je suis presque persuadé qu'on lui arrêterait, qu'on lui demanderait si elle a une autorisation, si elle a passé un test valide. Hein. Oui, non, ça serait triste, mais oui. C'est vrai, c'est comme ça quand tu penses qu'il y a des pays. Moi, j'ai vu des musiciens connus qui s'installent dans la rue avec un ampli, une guitare. J'ai vu Billy Gibbons de ZZ Top. Seul, il n'y a personne qui le reconnaissait, bordel. Pourtant, c'est bien un mec qu'on sait qui c'est quand on voit la grande barbe. C'est la preuve qu'on n'a plus la même approche non plus on n'a plus ce support où on regardait les gens comment ils étaient et on disait d'un album à un autre, tiens, cette fois, il est comme ça, il a coupé ses cheveux. C'est quelque chose qu'on vivait réellement, quoi. Bon, encore un petit truc à dire à propos de ton livre que tu aimerais promotionner, Didier. Dire qu'il n'est pas épais, il ne fait que 60 pages. Et qu'il ne coûte pas cher, donc. Et en plus, il est très facile à plier. Il est très... Moi, j'ai un exemplaire qui a été maltraité par la poste. Et qu'il se trouve dans les librairies, normalement namuroises, et qu'elles peuvent le commander, l'avoir. On peut l'avoir sur les plateformes en ligne, le cas échéant, sur le site de l'éditeur Frédéric Deville. Et donc, je rappelle, c'est vraiment une grande joie pour moi de pouvoir être publié.
Et ce serait encore mieux si les gens l'achètent, le lisent, le prêtent même. C'est déjà très bien. Okay. Il est disponible également en téléchargement, je ne sais pas si on a parlé. Il est numérique, oui. Non, c'est bien de le poser la question. Il est en effet disponible numériquement sur la plateforme bien connue d'une femme... je ne connais pas. Vas-y, je pense qu'on peut le dire. Ça. C'est sur la plateforme Amazon ou la Fnac. Okay, d'accord. Il est commandable en version papier ou en version numérique sur les plateformes. Ok, super. En numérique, il faut éviter parce que pour les gens qui jettent leur bouquin après l'avoir lu, c'est plus cher à l'achat. Bien, Fabien, qu'est-ce que tu veux nous proposer? Je vous rappelle que vous êtes toujours sur la run, qu'il est 22h passé de 7 minutes. Alors, Mitch, juste avant, tu nous passais le Night Train de The Wolf. Oui. Je ne vais pas vous passer Night Train, mais Night Train me fait penser à Guns N' Roses. Et moi, je vous propose le Estrange de Guns N' Roses sur leur Use Your Illusion 2, qui est sorti en 1991 déjà. Le temps passe vite, mon Dieu. Ça s'appelle donc Estrange. Fabuleux morceau. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à la dernière note de piano. Donc ça reste et le dernier coup de batterie aussi. Ça reste un très très bon morceau en effet des Guns N' Roses. Ça s'appelle Estranged. C'est sorti sur l'album Use Your Illusion 2 le 17 septembre 1991. Ça ne rajeunit pas. Ça rajeunit pas, mais enfin c'était la bonne période des MTV, ça tournait en boucle et voilà pour ceux qui... Pour les avoir vus à l'époque, je dois dire que c'est un souvenir qui restera marquant parce que... Voilà. Comme je dis, c'est un putain de groupe quand même. Ils ont marqué les esprits, ils ont marqué leur époque, c'était vraiment... Ils ont marqué vraiment la fin des années 80, début 90 et on n'oublie pas Guns N' Roses, bien entendu. Ok. Ce qu'on n'oublie pas non plus, c'est de dire merci à notre ami Didier. Bien entendu. Qui nous a fait l'amitié de passer, nous parler de son livre qui s'appelle Gloire. Mais de rien, avec plaisir. C'est moi qui suis content d'être passé, d'écouter de la musique et être en bonne compagnie, avec des connaisseurs. Merci. Et on souhaite beaucoup de succès à ton roman présent et à ceux à venir peut-être. Et ceux à venir certainement, si l'éditeur pouvait l'entendre. Dieu. Tu en profites et tu lui passes le podcast. Oui. Hein. Moi j'ai une petite découverte encore à vous passer, c'est quelqu'un qui s'appelle Rosalie Cunningham. C'est une jeune fille qui habite à Southend-on-Sea en Angleterre. C'est pas le plus fun des villages, mais c'est une fille qui joue de tous les instruments, même de la batterie. Elle compose tout. Elle a joué dans un groupe qui s'appelait Person dans la fin des années 90 et début des années 2000. C'est vraiment une artiste complète qui a son univers aussi, avec une bassiste extraordinaire également. C'est vraiment un groupe d'une mixité sans pareil. Et avec ce monde toujours entre la réalité, le théâtre, la fiction. C'est un petit peu Salvador Dali qui rencontrerait Mussolini. C'est plein de contradictions, c'est plein d'antagonismes. Je vous propose de la découvrir en live avec Temple and the Deep Blue Sea. C'était à Cardiff, enregistré le 21 septembre 2023. Voilà, c'était mon petit coup de cœur et elle va rester à mon avis pour longtemps. C'est Rosalie Cunningham qu'on retrouvait à la Capella de Cardiff. Pour faire des concerts à la Capella. Pas besoin d'instruments. Voilà, Dies Irae touche tout doucement à sa fin. On déborde un petit peu comme à l'accoutumée, donc 22h passées de 32 minutes. Je vous laisse le mot de la fin, Mitch. Mais moi je remercie encore du fond du cœur Didier d'être venu, d'avoir rendu cette soirée passionnante parce qu'il a quand même des choses à dire et qui sont intéressantes. Et voilà. En plus, il a fait la promotion de son bouquin. Oui, je vous rappelle le titre. Je rappelle le titre, c'est Gloire, donc par moi-même, Didier Van Den Heede, aux éditions Frédéric Deville. Voilà, disponible au point virgule, Papyrus, ou en ligne en version numérique sur Amazon, la Fnac, en version papier aussi sur Amazon. Enfin, il est disponible, il ne coûte pas cher, il coûte 9 €, et c'était un plaisir de venir ici à l'émission, évidemment, en parler, et parler musique, et écouter de la musique. C'est un plaisir de te recevoir également. Merci beaucoup. Je vous propose de terminer cette émission avec toujours un petit peu de retard, mais c'est pas bien grave, parce qu'on va terminer avec une pointure également. Blue Oyster Cult qui sortent un énième album, on ne les compte plus aujourd'hui, le 12 avril prochain chez Frontiers Records, toujours, ils sont maintenant abonnés à Frontiers Records.
L'album s'appelle Ghost Stories et on va terminer donc cette émission avec le premier single de l'album. Ça s'appelle So Supernatural. On vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente nuit et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission en différé, donc 2 heures de playlist musique non-stop, et dans 2 semaines pour de nouveaux méfaits, on ne sait pas encore quoi, mais ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera, Mitch et moi, et peut-être notre ami Greg, si ça lui gré de nous accompagner sur la prochaine émission. C'est toujours un plaisir également de les recevoir. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous, ciao. Salut, bye bye.